Chapitre 24 Griftu et Sectum Sempra 29 octobre, 9 décembre 2004. Le dimanche suivant, l'annonce fut faite officiellement à la famille et tout le monde les félicita. Harry prit Teddy dans ses bras et lui demanda « Tu es content ? Tu te rappelles qu'on t'a dit que quand on aura un bébé, tu pourras être son grand frère ?»« Oui, comme Vic avec Dominique. »« Ce sera une fille ou un garçon ?»« On ne sait pas encore. Mais cela ne change pas grand-chose. Tu pourras lui montrer les jeux que tu préfères. »« Et je pourrai lui lire des histoires !» s'enorgueillit l'enfant. Teddy avait 7 ans à présent et avait appris à lire à l'école des petits sorciers l'année précédente. Il parvenait donc à déchiffrer les histoires simples. « Il sera prêt à sortir quand ?» s'enquit Teddy en contemplant le ventre parfaitement plat de Ginny. « Au mois de juillet de l'année prochaine » lui répondit la future mère. « On peut demander au Père Noël de nous le donner en avance » proposa l'enfant. « Sa chambre ne sera pas terminée » contra Harry amusé. « Papy Arthur peut t'aider à la faire » rétorqua Teddy sans se laisser impressionner. « Le bébé est encore tout petit » lui expliqua Ginny. « Il a besoin de 9 mois pour apprendre à respirer et à manger. » Pendant ce temps-là, Mamie Molly et ta grand-mère auront le temps de lui tricoter des vêtements. « Qu'est-ce que tu vas lui préparer, toi ?»« Je vais lui écrire une histoire » décida Teddy. « Moi, j'ai donné nounours à Dominique » se vanta Victoire. « Pah, les ours, c'est pour les filles. Moi, je vais lui donner un dragon » la snobba Teddy. « Tu sais que la maman de Vic a déjà combattu un dragon » le reprit Ginny. « Je pense que si c'est une petite fille que j'attends, elle aimera autant les ours que les dragons. » Teddy eut une moue dubitative. « Il semble qu'à l'école, les enfants aient des idées très arrêtées sur les rôles de chacun, » soupira Andromeda. « La maîtresse m'a dit que les garçons et les filles jouent rarement ensemble. »« Ça change plus tard, » sourit Charlie d'un air entendu. « Rien ne presse, » affirma Bill en couvant ses 2 fillettes du regard. Deux jours plus tard, en rentrant du travail, Harry retrouva son épouse plongée dans un gros livre. « C'est sympa, non, les lapins ?» lui demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Tu veux adopter un lapin ?» s'étonna-t-il. « Je songe à la décoration de la chambre du bébé. Il y a un sort pour enchanter les murs et faire apparaître des silhouettes de lapins qui se déplacent le long des plinthes. Il paraît que c'est très stimulant pour les enfants. »« Où as-tu trouvé ça ?» Elle lui montra la couverture de son ouvrage. « 1000 sorts et potions pour parents sorciers, » lut Harry. « Ça va de la potion pour éviter les nausées, » explicita-t-elle, à celle pour faire monter le lait, en passant par les sorts de décoration et les sortilèges pour éviter que les fesses des bébés s'irritent dans la couche. « Laisse-moi deviner, c'est Hermione qui te l'a offert. »« Perdu, c'est Fleur qui l'a prêté à Angie qui me l'a transmis. » Harry s'assit à côté de Ginny et regarda la page qu'elle lisait quand il était arrivé. « Ça n'a pas l'air mal, ce lapin, » l'encouragea-t-il. « Il faut qu'on décide où on va installer la nurserie. »« J'ai pensé utiliser la pièce où l'on fait dormir Teddy. Comme elle est juste en face de notre chambre, on pourra entendre le bébé s'il pleure la nuit. » C'était l'ancienne chambre de Régulus. « Elle est plus petite que celle où s'étaient installés Ron et Hermione, » opposa-t-il. « Quand il grandira, il pourra changer. En attendant, on la réaménagera pour Teddy. »« Je te laisse juge. Tu veux que je demande à Hermione de nous envoyer des elfes bricoleurs pour s'occuper de ça ? Non, je préfère m'en charger moi-même. »« Tu es supposé te reposer, » lui rappela Harry. « Je dois juste éviter de recevoir des cognards dans le ventre. »« Tu crois que maman est restée toute sa grossesse au lit quand elle m'attendait ? Les jumeaux avaient 2 ans et demi et couraient partout, et Ron était encore un bébé. » Harry laissa tomber. Il savait qu'elle agirait à sa guise, quoi qu'il dise. Les jours suivants, elle détermina les couleurs qu'elle désirait voir sur les murs, un joli bleu pâle, et entreprit d'acheter des pots de peinture et de l'appliquer elle-même à la baguette. Elle fit plusieurs essais avant d'enchanter 2 lapins verts et jaunes de façon satisfaisante. Ses premières projections avaient tendance à grimper le long des murs et Harry, invité à donner son avis, suggéra de les transformer en écureuils. Mais Ginny s'obstina et réussit à conjurer des animaux ayant une démarche plus convenable pour des léporidés. Au terme de 7 jours de labeur, elle fit monter Harry pour voir son travail avec un grand sourire de fierté. « Regarde le plafond » l'enjoignait-elle. Il leva les yeux. Il était de la même couleur que les murs.
D'un geste de baguette, elle ferma les rideaux et l'obscurité se fit. Harry allait demander ce qu'il était supposé admirer quand il s'aperçut que des étoiles apparaissaient progressivement au-dessus de lui. Ses yeux s'habituèrent à l'absence de lumière, et grâce au halo des corps célestes, il put distinguer le contour des quelques meubles qui étaient déjà dans la pièce. Comme ça, quand il pleurera la nuit, on ne sera pas complètement dans le noir et on n'aura pas besoin d'allumer, expliqua Ginny. Et la lueur est assez diffuse pour ne pas troubler son sommeil. Ça fait comme une veilleuse, mais en plus jolie, estima Harry. Bravo, ma chérie, c'est magnifique. J'ai eu du mal, admit-elle. Ça fait 2 jours que j'essaie, et mes premiers résultats étaient affligeants. C'est très délicat comme enchantement. Harry observa plus attentivement les étoiles. Il eut un coup au cœur en reconnaissant la constellation du grand chien au-dessus du berceau. L'idée que Sirius veillerait sur son bébé l'émut profondément. Il serra doucement Ginny contre lui pour la remercier de cette attention. À la fin de la semaine suivante, la chambre était prête. Le berceau qui arrivait de chez George et Angelina était en place. C'était celui qui avait abrité les premiers rêves de tous les Weasley. Maintenant que le petit Freddy avait presque 1 an, il était trop grand pour dormir dedans. Il y avait en outre une commode pour les habits, un coffre pour les jouets et plusieurs peluches que Ginny affirma plus mignonnes les unes que les autres. Harry, qui n'avait pas d'opinion à ce sujet, ne pouvait que lui faire confiance. Les coussins, couvertures et tapis que la future mère avait choisis étaient de couleurs vives et éveillaient les tons plus froids des murs et du plafond. Ginny s'attaqua ensuite à la pièce où Ron et Hermione avaient dormi, l'ancienne chambre de Sirius. Elle fit venir Teddy et l'emmena dans les magasins pour qu'il puisse décider de la décoration avec elle. Coussins et couvre-lits assortis furent commandés à Andromeda qui avait des doigts de fée. Il était clair en voyant le résultat que Teddy n'était pas encore sorti de sa période dragon. Quand ce fut terminé, ce fut le tour du trousseau du bébé. Un jour, Harry exprima son étonnement de voir son épouse aussi intéressée par ses tâches domestiques. « Que veux-tu que je fasse d'autre ?» lui répondit Ginny d'une voix acide. « Rester à la maison est mortel. Je pensais que ce serait bien de me reposer un peu, de me préparer pour la venue du bébé, tout ça. Mais je crois que ce n'est pas fait pour moi. » Harry n'avait pas réalisé combien ses anciennes activités manquaient à Ginny. Elle semblait si heureuse d'attendre un bébé, si investie dans la réorganisation de la maison, qu'il pensait qu'elle s'accommodait de la situation. Il se sentit coupable de pouvoir continuer sa vie sans contrainte, alors qu'elle avait dû tout arrêter pour porter leur enfant. Il se pencha et l'embrassa en silence, ne sachant que répondre. « Ça va aller, assura-t-elle. Il faut juste que je me trouve un nouveau rythme. Je suppose que quand le bébé sera là, j'aurai largement de quoi m'occuper. Et puis, ce n'est pas comme si je n'avais rien à faire. Ce pauvre enfant n'a rien à se mettre pour le moment. » Ginny ne tint que 4 jours avec la layette. Elle finit par balancer ses aiguilles et alla voir Ron et George pour leur proposer ses services. Elle revint enchantée, ravie d'avoir passé sa journée à lancer des sorts et déballer les cartons de fourniture. Harry n'était pas certain que ce soit de tout repos, mais c'était toujours mieux que de remonter sur un balai ou tourner en rond dans la maison. La première quinzaine de décembre, alors que Ginny entamait sa 7e semaine de grossesse, Fawcett fit venir Pritchard et Harry en milieu d'après-midi. « On a un appel de Sainte-Mangouste. Ils ont un patient qui présente des blessures suspectes et ils voudraient qu'on jette un regard dessus avant qu'elles ne cicatrisent. Vous pouvez y passer tout de suite ?» Dans l'ascenseur du ministère, Pritchard demanda à Harry de garder son visage naturel. « Ils ont requis une expertise. On va leur amener un expert, » sourit-il. « Un expert ?» releva Harry. « Quand ils nous appellent, c'est qu'ils veulent un avis en magie noire, » explicita son coéquipier. « Il se trouve qu'on te considère comme assez calé en la matière. Je suppose que c'est pour un sorcier brûlé par une potion interdite ou une blessure causée par un sort non conforme. On repère des victimes de sorts noirs de temps en temps de cette façon. » Ils traversèrent l'atrium pour atteindre la rangée de foyers et cheminèrent vers l'hôpital. La sorcière de l'accueil les dirigea vers les services des accidents magiques. Ils furent réceptionnés à la sortie de l'ascenseur par un médicomage d'une 30aine d'années. Il parut satisfait en découvrant l'identité du plus jeune des Aurores. «
Le cas est un peu hors norme, expliqua-t-il en les pilotant vers une chambre. C'est un enfant que ses parents ont amené en sang. Ils prétendent qu'il est tombé dans un buisson de griffetou, sauf que... En fait... Il hésita puis secoua la tête. Je préfère avoir votre opinion avant de vous transmettre la mienne. Intrigués, les deux aurores le suivirent dans une salle où se trouvaient 3 autres patients qui les regardèrent passer avec intérêt. Derrière un rideau qui l'isolait des autres malades, un petit garçon était couché sur le côté. Il devait avoir 6 ou 7 ans et dormait profondément, sans doute sous l'effet d'une potion sédative. Il semblait en bonne santé si on exceptait sa pâleur et sa relative maigreur. Le médicomage souleva le drap et de sa baguette défit précautionneusement les bandages qui saignaient le dos de l'enfant. Harry et son partenaire eurent le même hoquet d'horreur. Les omoplates étaient barrées de 2 traits sanguinolents. Luttant contre la nausée qui l'avait envahi, Harry se pencha pour mieux voir. Son sens de l'observation ne l'avait pas trompé. Outre la cicatrice récente, on pouvait distinguer 2 estafilades plus anciennes déjà blanchies. L'enfant avait des traces de sang séché derrière l'oreille et sur une de ses hanches, preuve qu'il avait dû être couvert de sang avant qu'on le nettoie sommairement pour le soigner. « Comment peut-on survivre à ça ?» demanda Pritchard d'une voix horrifiée. « Il était en train de se vider quand je l'ai pris en charge, » confirma le guérisseur. « Heureusement pour lui, j'avais déjà vu ce genre de blessure pendant la guerre et j'ai pu stopper l'hémorragie. » Pritchard sortit sa baguette et la passa au-dessus du corps de l'enfant. Harry savait que c'était un sort de détection de magie noire et fut étonné de constater qu'il ne révélait aucun sortilège obscur. Le guérisseur remit les pansements en place et entraîna les 2 aurores sous le choc dans une pièce de soins qui se trouvait à proximité. N'y tenant plus, Harry se précipita vers l'évier et restitua tout ce que son estomac contenait. Le médicomage attendit que l'aurore revienne vers lui en s'essuyant la bouche. Il précisa alors. « D'un point de vue médical, cela pourrait bien être ce que les parents prétendent. Je ne pourrais pas affirmer que c'est une blessure infligée volontairement. Les griffetous sont parfois très agressifs. » Les griffetous ressemblaient à du houx, mais avec des épines plus longues et plus épaisses, et surtout un caractère acariâtre. « Ses parents, où sont-ils » s'enquit Pritchard, que Harry n'avait jamais vu aussi pâle. « Ils doivent être à la cafétéria, » répondit le guérisseur. « Je leur ai demandé d'attendre là-haut le temps que je soigne le petit. »« Il faut les arrêter tout de suite !» s'écria Harry. « On peut lancer une enquête sur eux, » contra plus calmement Pritchard. « Une enquête ?» s'indigna Harry. « Ils nous amènent leurs gosses maltraités et tu parles d'enquête ? On les arrête tout de suite, on les interroge, et s'ils sont incapables de nous prouver que ce n'est pas eux qui ont fait ça, on les boucle et on envoie cet enfant dans une famille digne de ce nom !»« On peut les interroger, mais pas les arrêter comme ça, » rappela Pritchard, « et c'est à nous d'établir que ce sont eux qui ont lancé un sort de lacération. »« Ce n'est pas un sort de lacération courant, c'est un sectum sempra !» s'insurgea Harry. « Tu en as déjà lancé ?»« J'en ai déjà entendu parler, mais... »« Moi, je l'ai fait ! Il faut vouloir de toutes ses forces faire du mal à la personne en face. C'est un sort de magie noire !»« Ce n'est pas ce qu'a indiqué mon sort de détection, » rappela son partenaire. « Ça, c'est ma faute, » se désola le guérisseur. « Pour permettre aux plaies de cicatriser, je lui ai appliqué un cataplasme de racines de mandragore. Ça absorbe la magie. »« Ça ne va pas nous faciliter la tâche, » grimaça Pritchard. « Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas prouver la magie noire ?» s'inquiéta Harry. « On rend le gosse en espérant que la prochaine fois ils ne nous l'amèneront pas et qu'on n'aura pas à s'en préoccuper ?»« On est Aurore, Potter. On n'a pas le droit de décider de retirer un enfant à ses parents juste sur des suppositions. Nous n'avons ni témoignage, ni résidus de sort noir. »« C'était un sectum sempra !» s'entêta Harry. « Ce n'est pas une supposition !»« Maintenant que c'est soigné, cela pourrait aussi bien être le résultat d'une chute dans un buisson de griffetou, » lui opposa Pritchard. « Écoute, on va prévenir la police magique et leur demander de surveiller la famille. Donc on remet le petit chez eux. Moi aussi, ça me fait mal au ventre, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Refusez de le faire ! Potter, cette situation nous dépasse. C'est dur à admettre, mais c'est ainsi. » Le ton défaitiste de son partenaire mit Harry en rage. « Si j'avais raisonné comme ça quand Voldemort est revenu, » siffla-t-il, « tu serais toujours sous ses ordres !» Il ne réalisa l'impact de ses paroles qu'en voyant son coéquipier reculer d'un pas, le visage soudain écarlate. Harry serra les dents et prit de profondes inspirations pour se calmer. Pendant ce temps,
Pritchard échangeait un long regard avec le guérisseur. « Je peux retenir l'enfant ici tant que vous n'avez pas trouvé une solution pour le soustraire à ses parents, » proposa le médicomage. « Tant que nous n'aurons pas trouvé une solution ?» répliqua froidement Harry qui pour une fois ne regrettait pas de s'être targué de son statut. « Ne vous croyez pas déchargé de cette responsabilité parce que vous avez fait appel à nous ?» Le médicomage hocha la tête sans oser répondre. « Qui décide de changer les enfants de famille quand la police magique a prouvé que les parents sont violents ?» demanda le jeune Aurore. « C'est une procédure très rare, » expliqua Pritchard. « Il n'y a donc pas de service spécialisé. On pourrait saisir la commission de l'éducation. Je crois que la sous-secrétaire responsable s'appelle Mafalda Hopcrick. » Harry grimaça. Les missives qu'il avait reçues d'elle quand elle officiait au service des usages abusifs de la magie ne lui avaient pas laissé un bon souvenir et ne préjugeaient pas vraiment de ses capacités à appliquer les règlements de façon souple. « Je peux vous faire une attestation décrivant les blessures reçues par l'enfant et indiquer le diagnostic que nous avons posé, » proposa le médicomage comme avide de montrer sa bonne volonté et son implication. « Si ce témoignage est corroboré par M. Potter, ça aura un impact bien plus fort que ma seule opinion. » « Cela suffira peut-être, » admit Pritchard d'un ton pas complètement convaincu. « Vous ne pouvez pas vérifier leur baguette ?» demanda le guérisseur. « Nous ne pouvons déterminer que le dernier sortilège jeté, » regretta Pritchard. « Ils ont sûrement lancé un sort usuel depuis. »« Le petit sait sûrement ce qui lui est arrivé, » remarqua Harry. « C'est dur pour un enfant d'accuser ses parents, » lui assura Pritchard. « Et je ne pense pas qu'on ait des chances de gagner devant le Magène Magot en opposant la parole d'un enfant contre celle de 2 adultes. » Se souvenant de son audition lors de ses 15 ans, Harry ne pouvait dire le contraire. Si Dumbledore n'était pas intervenu, personne n'aurait pris ses explications au sérieux. Qu'allaient peser les accusations d'un enfant de 7 ans? De plus, maintiendrait-il son témoignage une fois confronté à ses parents? Lui-même avait attendu des années avant de se plaindre des Dursley à Dumbledore. Et l'aurait-il fait si la fréquentation des Weasley ne lui avait montré ce que devait être une famille? « Et si vous accusiez les parents de négligence ?» proposa encore le médicomage. « Le petit a 2 vieilles cicatrices. Cela signifie qu'il est tombé dans des griffetous plusieurs fois. Pourquoi n'ont-ils rien fait pour empêcher un tel accident de se reproduire? » « Ça peut faire un angle d'attaque justifiant un retrait temporaire de l'enfant, » admit Pritchard. « Espérons que le gosse, une fois mis en confiance, nous donnera d'autres éléments à exploiter. »« Bien, je vous mets tout ça par écrit, » conclut le guérisseur, « et puis j'irai voir le directeur de l'hôpital pour lui exposer le problème. »« Notre problème, » se reprit-il en jetant un regard en biais vers Harry. « Allons parler aux parents, » décida ce dernier. « Quel est leur nom ?» se fit préciser Pritchard. « Le gamin s'appelle Benjamin Grimstone, selon le dossier qu'ils ont rempli à l'accueil. » Harry et son équipier se dirigèrent vers l'ascenseur pour monter à la cafétéria. Pendant qu'ils attendaient, Pritchard indiqua « Je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui parles. » Harry lui jeta un regard où la colère le disputait au mépris. Son partenaire serra les dents et expliqua « Notre meilleure chance est qu'ils se déballonnent et avouent. Être interrogé par le survivant en personne leur fera davantage perdre leurs moyens. » Il laissa passer un moment avant d'ajouter « Tâche de garder ton calme si tu veux être efficace. » Harry hocha la tête, tentant de suivre ce conseil. Une fois arrivés à destination, ils avancèrent vers le seuil de la cafétéria et balayèrent du regard la salle de restaurant. Elle était pratiquement vide. Ils repérèrent un couple d'une 40aine d'années installé à une petite table dans un coin. « Dis, tu ne les connais pas par hasard ?» chuchota Harry. « Non, ils ne me rappellent rien. Tu es sûr qu'ils n'étaient pas avec toi, Poudlard ? Pourquoi tu demandes ça ?» lui retourna son coéquipier d'un ton méfiant. « Parce qu'ils ont ton âge et que le Sectum Sempra a été inventé par Severus Rogue entre 75 et 78. Donc, soit ils l'ont appris de lui à Poudlard, soit ils l'ont fréquenté ensuite en tant que mange-mort. Je veux savoir s'ils ont pu connaître Rogue à l'école. » Pritchard les examina un long moment, les sourcils froncés, avant de siffler entre ses dents. « Mais tu as raison. La femme, c'est Catherine Clagg. Elle était à Serpentard 1 année avant moi. Le mari, je ne vois pas. Il devait être dans une autre maison. »« On y va, » décida Harry. Ils traversèrent la salle et se plantèrent auprès de la table du couple. « Mr. et Mrs. Grimstone ?» demanda Harry de sa voix la plus froide. « Oui » répondit le mari en tournant les yeux vers eux. Il s'étrangla en reconnaissant Harry. « Monsieur Potter !» s'écria-t-il en se levant précipitamment tandis que sa femme s'exclamait.
Asseyez-vous, dit Harry d'un ton sec. L'homme écarquilla les yeux et obéit machinalement. Les deux aurores prirent une chaise à la table d'à côté pour s'installer près d'eux. « Pourriez-vous nous expliquer comment votre enfant s'est retrouvé blessé par un sort de magie noire ?» attaqua Harry. Ils sursautèrent et échangèrent un regard paniqué. « Quel sort de magie noire ?» se ressaisit le mari. « Celui qui lui a infligé ses blessures, » répondit Harry. « Mais ce n'est pas un sort, nous l'avons expliqué au médicomage, il est tombé dans un buisson de griffetou. Vous avez vu Benjamin? Il va bien ?» Si Harry n'avait pas été aussi sûr de lui, il aurait douté en entendant l'inquiétude contenue dans la voix de l'homme quand il avait demandé comment se portait son enfant. À ses côtés, il sentit Pritchard reculer légèrement, comme s'il remettait en cause le bien-fondé de leur action. Lui-même hésita une seconde, mais il savait qu'il ne se trompait pas. « Mrs. Grimstone, attaqua-t-il, est-ce Severus Rogue lui-même qui vous a appris à lancer des sectum sempra ?» Elle se figea. Harry lut dans ses yeux la surprise et la peur, mais nulle incompréhension. Il n'avait pas fait d'erreur. Son coéquipier le vit aussi et se pencha légèrement vers elle. « Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, » répondit-elle cependant. « Où se trouve le fameux buisson ?» intervint Pritchard. « Au fond de notre jardin, » affirma rapidement Mrs. Grimstone. « Pas de barrière pour en défendre l'accès ? Il a grimpé dessus et est passé de l'autre côté, » soutint la mère nettement sur la défensive. « Nous ne pouvons pas être sans arrêt derrière lui. Il sait qu'il n'a pas le droit de sortir de l'enceinte du jardin. »« Pouvons-nous examiner vos baguettes ?» requit Pritchard. Les deux parents pâlirent, mais sans protester davantage, les sortirent de leurs poches. Harry remarqua que la mère était gauchère. Il revit les estafilades qui barraient le dos de Benjamin. Elles n'étaient pas complètement parallèles, ayant des angles d'inclinaison différents, mais elles avaient en commun de partir toutes les deux de l'épaule gauche et de descendre vers la hanche droite, signe que le sort avait dû être lancé de la main gauche. Il observa attentivement Mrs. Grimstone, mais ne lut rien qui pût lui donner d'autres indices. Elle paraissait soucieuse et nerveuse, mais comment pouvait-il en être autrement alors que son enfant était grièvement blessé et qu'elle était en outre soupçonnée d'en être la cause ? Pritchard prononça le prior incantato. Des deux baguettes ne sortirent que des sorts de guérison basiques. Comprenant qu'ils avaient gagné une manche, le père en profita pour protester. « Vous devriez avoir honte de nous accuser ainsi. Comment osez-vous penser que nous avons pu faire du mal à notre enfant ?» Harry eut envie de les arrêter sur le champ. Mais comme lui avait fait précédemment remarquer son partenaire, il n'avait pas vraiment de preuves contre les parents et leur action finirait sans doute annulée par le Magène Magot. Mieux valait ne pas indisposer les juges contre lui. Il se leva donc et les prévint. « Ce sera ma parole contre la vôtre. Réfléchissez. Votre franchise vous permettra peut-être d'éviter Azkaban. » Comme il ne répondait pas, il repartit suivi de Pritchard. Avant de sortir de la pièce, il se tourna vers eux. Penché au-dessus de la table, il semblait converser à voix basse, le visage soucieux. Dans l'ascenseur, Harry appuya sur le bouton menant à l'étage où ils avaient examiné l'enfant. Ils retrouvèrent le médicomage dans la salle de soins, en train de rédiger sur un coin de table le rapport qu'il leur avait promis. « Alors ?» demanda-t-il. « Ils savent maintenant de quoi nous les accusons et nous n'avons pas davantage de preuves, » résuma Pritchard d'une voix découragée. « Je pense que vous devriez déménager le petit, » lui conseilla Harry. « Ils ne vont pas tarder à rappliquer et vont sans doute essayer de le reprendre. »« Je le fais tout de suite, » lui assura le guérisseur en se levant. « Ensuite, allez directement mettre au courant le directeur de l'hôpital, » ajouta Pritchard. « Ils iront vraisemblablement se plaindre à lui quand ils comprendront qu'on leur refuse de voir leur enfant. Dans ce cas, il vaut mieux qu'il ait votre version avant la leur. »« Vous voulez qu'on lui en parle nous-mêmes » proposa Harry. « Non, je devrais me débrouiller tout seul, » assura le médicomage en carrant les épaules. Harry lui sourit. « Alors on vous laisse gérer la situation ici. On va voir avec notre chef la meilleure façon de régler ça. » Le guérisseur avait déjà un pied dans le couloir quand Harry eut une idée. « Où sont les vêtements que portait le petit quand on vous l'a amené ?»« J'ai dû les mettre dans la panière des linges à jeter, ils étaient en loques. »« Où est-elle ?» Le guérisseur leur montra un haut panier en paille dans un coin de la pièce où il se trouvait. « Changez vite l'enfant de chambre », l'enjoignit Harry avant de commencer à fourrager dans les linges souillés. Le médicomage disparut et Pritchard demanda. « Que fais-tu » ?« Les méthodes sorcières ayant échoué, on va tenter les techniques moldues. »« C'est-à-dire » s'enquit son coéquipier d'un ton méfiant. « On va voir ce que nous racontent les vêtements. » Il trouva rapidement ce qu'il cherchait.
Une robe de petite taille, couverte de sang et en lambeaux. N'ayant pas de gants en caoutchouc, ni de sac en plastique pouvant servir de pochette, il utilisa sa baguette pour faire voler le morceau de tissu vers la table de consultation. Pritchard le regarda procéder avec curiosité. Harry se pencha pour examiner sa pièce à conviction. Des protestations s'élevèrent dans le couloir. Les parents venaient de constater que leur fils avait disparu. Le partenaire de Harry referma la porte et la verrouilla magiquement pour qu'il ne soit pas dérangé. « Viens voir, » lui dit Harry. L'Aurore Senior s'exécuta et contempla à son tour le tissu. « Je vois quoi ?» demanda-t-il au bout de quelques secondes d'examen. « Tu ne crois pas que si le gamin était tombé dans un buisson, des épines auraient été arrachées des branches et se seraient accrochées à sa robe ? Il devrait y avoir des traces de végétal sur le vêtement. Et moi, je ne vois que des lacérations. Aucun accroc, aucune traînée verte, ni trace de terre. Bizarre, non ? » « Ce n'est pas une preuve, » opposa Pritchard. « Tu sais ce qu'on peut faire ? On construit un mannequin de la taille et du poids de l'enfant, on lui met une robe de la même texture, on lance le tout dans un buisson de griffetou. Et on montre que ça n'a rien à voir. » Son partenaire se redressa et le fixa songeur. « On n'a pas l'habitude de travailler comme ça, » remarqua-t-il. « Ce n'est pas sûr que le juge-mage accepte de prendre en compte ce genre de bidouille. »« C'est supposé nous dissuader d'essayer ?» demanda Harry d'un ton agacé. « D'accord. Donc tu veux démontrer que la robe ne présenterait pas ce type de déchirure si l'enfant était simplement tombé dans le buisson. D'ailleurs, plus j'y pense et moins ça tient debout. Pourquoi ne portait-il pas de cape ? Il ne fait pas si chaud dehors. » « C'est une bonne question, » convint son partenaire. « Il va falloir que tu m'en dises davantage sur les méthodes moldues. » Harry prit une serviette sur une étagère et enroula précautionneusement son butin dedans. Pritchard, de son côté, récupéra l'attestation du guérisseur qui décrivait minutieusement les blessures constatées. « Désillusionnons-nous, » proposa Pritchard. « Si on croise les parents, cela va compliquer les choses. » Harry opina et ils quittèrent discrètement l'endroit pour regagner le ministère. En entrant dans le QG, Pritchard indiqua. « On va tout de suite mettre le commandant au courant pour qu'il sache de quoi il s'agit si les Grimstone portent plainte. Je te laisse présenter l'affaire, tu seras plus convaincant que moi, mais tu peux compter sur mon soutien. » Harry le remercia d'un signe de tête et frappa à la porte du bureau. Fawcett les fit entrer et Harry exposa ce qui venait de se passer. Le commandant l'écouta avec attention et une fois que le jeune Aurore eut terminé son rapport, regarda en direction de Pritchard sans se prononcer. « Potter a reconnu le sort avec certitude, » indiqua le partenaire de Harry. « Le médico a tout de suite tiqué, même s'il n'aurait pas été aussi péremptoire. »« Et il a effacé les preuves, » se fit confirmer Fawcett. « Malheureusement, il a dû le faire pour soigner plus efficacement le gamin. Mais les déchirures sur la robe sont aussi des preuves contre eux. »« Ce sera juste si les parents ne craquent pas, » trancha Fawcett. « Ce n'est pas comme si vous pouviez témoigner que vous les avez vus lancer ce sort ou qu'un résidu de magie noire avait été détecté. On risque de se faire démolir à l'audience. Je ne suis pas très convaincu par cette histoire de robe. » « Est-ce une raison pour faire comme si de rien n'était et laisser ce gosse se faire massacrer ?» argumenta Harry avec force. « Si les parents ne sont pas des imbéciles, ils vont soutenir que tu as pu te tromper et qu'on ne peut pas leur enlever leur enfant sur une simple interprétation de ta part, » rétorqua son chef. « Les magistrats nous croient sur parole, mais encore faut-il que nous ayons été témoins du sortilège ou que nous ayons un commencement de preuve. Dans notre cas, le guérisseur nous a empêchés de faire les constatations de visu. Ce que tu affirmes n'est qu'une déduction. »« Je pensais que l'on me créditait d'une certaine connaissance en la magie noire, » fit Harry d'une voix grinçante. « Si pour une raison ou une autre le juge les relaxe, tu risques d'être traîné dans la boue par la presse, » le prévint Fawcett. « Ce ne sera pas la première fois, je survivrai, » répliqua sèchement Harry. Fawcett le jaugea du regard et trancha. « D'accord, on tente le coup. Je vais faire une demande aux Major de Magot pour que soit rendue une ordonnance qui leur interdise d'avoir un quelconque contact avec leur gamin. On va lancer la procédure pour qu'ils soient au plus vite convoqués et jugés. »« On ne les arrête pas ?» demanda Harry. « Le but est de protéger le petit avant tout. S'ils fuient le pays ou ne se présentent pas à l'audience, ils perdent toutes les chances de gagner et seront condamnés par contumace. »« On ne les interroge pas ?» insista Harry. « Je préfère ne pas leur donner moyen de nous opposer d'avoir été trop procéduriers ou d'avoir tenté de faire pression sur eux, » expliqua Fawcett. « Et s'ils ont d'autres enfants ?» s'inquiéta Pritchard. « Je vais me renseigner, » assura Fawcett en prenant note de ce point. « Bon, Potter, jusque-là, tu ne cherches pas à voir le gosse ni les parents.
Comme tu seras le témoin principal, je veux que tu sois le moins impliqué possible. C'est compris? Je peux faire mes expériences sur la robe, au moins, s'enquit Harry. Si tu veux. Et tu me montres ton rapport avant de l'envoyer au Magène Magot, précisa son chef. Harry fit signe qu'il avait entendu. Je prendrai des nouvelles du gamin et je te tiendrai au courant, lui assura Fawcett. Merci, commandant. Harry et son coéquipier se retirèrent et entreprirent de faire leur rapport préliminaire. Pritchard obligea Harry à le réécrire 3 fois, veillant à ce que la description des faits constatés soit la plus neutre possible. Harry enchantait sa plume pour recopier leur dernière version au propre, quand son partenaire lui demanda brusquement « Tu as été battu dans ton enfance ?» Harry le dévisagea, étonné par cette question personnelle. « Non, pas vraiment. » En voyant les sourcils de Pritchard se lever suite à cette réponse équivoque, Harry s'étonna. « Mais pourquoi me demandes-tu ça ? Je veux être certain qu'on ne pourra pas laisser entendre que tu cherches à régler de vieux comptes par procuration. »« On ne m'a jamais battu, » reformula-t-il pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il vit qu'il avait raté son sort et que la plume avait fait un gros pâté d'encre sur son parchemin. Sous le regard pensif de Pritchard, il se concentra pour nettoyer les dégâts, tout en se demandant si avoir été obligé de dormir dans un placard relevait ou non de la maltraitance. Le soir, une fois rentré chez lui, il eut du mal à faire comme si de rien n'était. Il ne voulait pas raconter ce qu'il avait vu à Ginny, considérant que c'était trop perturbant pour une femme dans son état. Ces derniers temps, il avait remarqué qu'elle avait une sensibilité accrue et il l'avait plusieurs fois retrouvée en larmes sur le livre qu'elle lisait, bouleversée par les aventures malheureuses qu'inventaient ses auteurs préférés. Il essaya donc de faire bonne figure et lui demanda ce qu'elle avait fait dans la journée. « Je suis allée voir Fleur, » raconta-t-elle. « On est allé promener les enfants dans les environs. Dis, quand j'arriverai au début du 3e mois, on pourra reprendre les virées en moto ? » « Tu es sûre que c'est bien prudent ? » Maman m'a dit qu'on pouvait faire des promenades en balai familial entre le 3e et le 6e mois de grossesse. Pas de raison que cela ne s'applique pas aux motos. Harry écouta d'une oreille distraite les propos de Ginny durant le dîner, occupé à repasser dans sa tête tout ce qu'il connaissait des méthodes moldues et se demandant ce qu'il pouvait encore faire pour mettre toutes les chances de son côté. Heureusement, son épouse était trop fatiguée pour remarquer que ses réponses étaient de plus en plus évasives, et elle alla rapidement se coucher. Harry consulta les livres policiers qu'il avait achetés les mois précédents, mais n'en tira aucune idée à appliquer dans le monde sorcier. Il leur manquait trop de technologie pour atteindre l'efficacité moldue. Il prit une longue douche, mais cela n'effaça pas l'image obsédante des estafilades sanglantes sur le dos de Benjamin. Il se coucha à côté de Ginny, se demandant comment on pouvait faire cela à un enfant. « Finalement, mon enfance aurait pu être pire, » se dit-il. Au moins, je n'ai pas été physiquement maltraité. Pour la première fois, il tenta de se souvenir de ses premières années chez son oncle et sa tante. Il imagina qu'il avait dû beaucoup pleurer et appeler ses parents. À 1 an, il était assez grand pour que ceux-ci lui manquent et qu'il veuille désespérément les voir. Qu'avait fait Pétunia ? L'avait-elle au moins pris dans ses bras pour calmer ses sanglots ? Après tout, des pleurs d'enfants s'échappant de la si parfaite maison des Dursley devaient faire mauvais genre auprès des voisins. Il écarquilla soudain les yeux dans le noir. Était-ce pour cela qu'il avait fini dans le placard sous l'escalier ? La seule pièce de la maison qui n'avait pas d'ouverture sur l'extérieur et qui avait dû étouffer ses cris ? Le seul endroit où l'on pouvait le laisser hurler sans que le voisinage se pose des questions ? À cette révélation, sa respiration s'accéléra et il entendit son sang lui battre aux oreilles. Pour la première fois de sa vie, il se sentit brûler de rage contre ceux qui l'avaient élevé. Il mit de longues minutes pour se calmer. Il lui fallut se remémorer tout le bonheur qui était le sien à présent. Il savait combien ses parents l'aimaient et étaient fiers de lui. Il s'était fait des amis et avait pu compter sur eux. Il avait trouvé une seconde famille. Et la femme dont il était amoureux
était étendu dans le lit à ses côtés. Doucement, il se colla contre elle et posa délicatement la main sur le ventre où se développait son enfant. Se concentrant sur le lent mouvement de la peau soyeuse qui se soulevait au rythme de la respiration paisible de son épouse, il sentit la sérénité revenir et il s'endormit à son tour.